l'éléphant a enchaîné aujourd'hui devenu un journal de référence où les Ivoiriens sont obligés pour avoir donc la vraie information. Nous avons été tellement frappés par ce degré, j'allais dire, de professionnalisme de l'éléphant déchaîné. Depuis donc l'émission que nous avons donc réalisée la semaine dernière, nous recevons donc beaucoup donc de coups de fil. Je crois que nous avons reçu même déjà 3 personnes qui aimeraient spécialement discuter avec Monsieur Assalé, pour lui faire un peu le point donc de leur situation sur des cas graves de violation ou bien de manquement ou bien d'injustice. Alors, ça sera donc le jour à venir. Pour le moment, nous avons eu certainement des difficultés donc en début de semaine concernant donc notre site, ce qui fait que nous n'avons pas pu certainement opérer en plein régime. Mais les jours à venir, nous serons donc obligés donc de travailler directement avec Monsieur Assalé Timoko Antoine. Comme nous l'avons dit, il faudrait que nous allons mettre une structure en place pour que tous ceux qui peuvent certainement veulent s'inscrivent directement du côté donc d'Abidjan. Ils peuvent s'inscrire ici, mais amener l'argent directement donc à Abidjan avec Monsieur Assalé pour l'abonnement. Voilà. Voilà. Nous allons aller donc du côté donc d'Abidjan pour avoir donc Monsieur Assalé Timoko Antoine en attendant donc d'avoir l'honorable Kwadjo Konan Bertin. Bonsoir, Monsieur Assalé. Bonsoir, Jacques Roger. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous étions donc en émission quand nous avons eu une coupure. Hein? Alors depuis, nous avons expérimenté cette coupure. Cette semaine, nous avons été donc de batailler dur afin donc de rétablir nos systèmes. C'est pourquoi nous n'avons pas pu rentrer en contact avec vous. Mais nous pensons que tout va pour le mieux. À partir donc de la semaine prochaine, nous allons donc commencer un peu toutes nos activités. Et votre émission a eu beaucoup de succès. Nous avons eu beaucoup de coups de fil et nous allons vous mettre très bientôt en contact avec trois personnes qui nous ont contactés par rapport certainement si vous voulez, à des violations des droits de l'homme, à des injustices. Ils voulaient certainement... j'ai été surpris. Il y a un qui m'a appelé, qui m'a dit... j'ai un problème depuis pratiquement 5 ans face à une personnalité du pays. Je ne savais pas à qui m'adresser. Mais quand j'ai écouté donc le frère Assalé la semaine dernière, j'étais rassuré. Je suis aujourd'hui très fier de discuter avec lui pour lui donner toutes les informations parce que je sais que je serai en sécurité. Alors, enfin, en somme, c'est ce que vous aviez cherché, monsieur Assalé. Bien, l'éléphant déchaîné, comme on le dit souvent, est là pour la défense de la veuve et de l'orphelin. Donc, ce journal est au service de tous les Ivoiriens qui estiment qu'ils sont victimes de quelque situation que ce soit. Et qui aimerait qu'on en parle, bien sûr, en gardant le professionnalisme qui nous caractérise depuis longtemps. Donc, en approchant toutes les personnes qui sont concernées par ceux qui sont accusés. Et donc, nous n'avons pas de difficulté pour parler de tous les problèmes qui sont soulevés par les Ivoiriens qui viennent nous voir. Voilà. D'accord, voilà. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez eu quand même beaucoup, j'allais dire des réactions après donc, si vous voulez, l'interview que nous avez accordée et qui a eu beaucoup de succès. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui étaient un peu sceptiques, qui étaient un peu encore dans le noir. Mais après votre interview, c'est comme si c'était une lumière. Vous savez, vous êtes dans l'obscurité puis il y a une lumière. Alors, je ne sais pas si vous avez eu quand même beaucoup de réactions après donc le numéro que vous avez d'abord mis sur la place et en plus après l'interview. Bien, ce qui concerne le numéro à partir duquel on a fait l'émission, il y a eu effectivement beaucoup de réactions ici même en Côte d'Ivoire. C'est vrai, au départ les gens étaient sceptiques. Quand le papier est paru, beaucoup doutaient de sa sincérité, même de la crédibilité des informations qui ont été données. Mais je crois que c'est depuis le 16 novembre que ce papier est paru et jusqu'au aujourd'hui le 1er décembre. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire, il n'y a pas eu de droit de réponse. Il y a un certain nombre de confrères qui ont voulu, comme d'habitude, prendre la défense du ministre Dibu Kofi, mais je crois qu'ils ont été rappelés à l'ordre par l'homme lui-même. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, on est serein. Maintenant, après l'émission, effectivement, il y a eu aussi beaucoup de réactions sur Facebook. Il y a eu beaucoup de demandes d'ajout, beaucoup de demandes d'amis. Et donc, j'étais pratiquement à 1000 amis. Là, je suis pratiquement à 1500. Et donc, c'est à partir de cette émission qu'il y a eu cette explosion de demandes d'amis. Et donc, effectivement, ce que vous dites correspond à la réalité. Oui, en fait, comme je le dis, je pense que nous avons l'honorable tout à l'heure en ligne, nous allons la voir. Ce qui m'a vraiment ému, monsieur Assalé, c'est quand les gens nous appellent pour nous dire, écoute,
nous sommes un peu rassurés. Nous pouvons donc confier notre dossier à Monsieur Assalé. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'allais dire que c'est ce que normalement tout journaliste, tout bon journaliste cherche d'ailleurs. Oui, mais justement, je pense que ça relève un peu aussi de la crédibilité qu'on a voulu donner à ce journal dans un contexte qui est particulièrement difficile. Mais nous résistons. Nous disons que quand on dit que la presse est le quatrième pouvoir, cela n'a aucun sens si la presse ne joue pas son rôle de quatrième pouvoir. C'est-à-dire que si elle ne met pas le journalisme au service de la vérité et de la transparence, elle ne sert à rien dans un pays. Et donc c'est ce travail que nous essayons de faire. Et ça rassure ce nombre de personnes parce que il y a des dossiers que nous avons traités qui, sans incriminer les autres confrères, n'auraient jamais pu être diffusés par notre confrère à Côte d'Ivoire. Parce que la presse est tellement emprisonnée auprès des hommes politiques qu'il y a beaucoup de choses que nos confrères ne peuvent pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'ils découvrent mais qu'ils ne peuvent pas traiter. Beaucoup de sujets qu'ils ne peuvent pas traiter. Et ça fait que ça nous décrédibilise un peu. Mais à l'éléphant déchaîné, il y a des sujets que nous avons traités qui sont tellement, j'allais dire, petits en termes de gains pour le journalisme lui-même. Mais tel qu'on l'a traité, ça a ému les gens et donc ça nous a créé une sorte de crédibilité qui fait qu'aujourd'hui tout le monde cherche à nous confier des dossiers. Et donc, évidemment, ça fait que nous sommes un peu débordés, mais nous prenons le soin d'écouter tous ceux qui viennent nous voir afin de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour que l'opinion découvre ce qu'ils vivent. Et évidemment, ça crée la confiance parce que quand on a un problème, on ne cherche pas à l'exploiter politiquement, on ne cherche pas à nuire à ceux qui sont incriminés, on cherche à découvrir la vérité. Et donc, on approche tout le monde avant d'écrire quoi que ce soit. Et ça rassure ceux qui viennent nous voir. Et quand le dossier est traité, effectivement, ils sont contents. Et de bouche à oreille, ils passent le message. Et puis bon, les autres aussi nous apportent leur sujet à traiter. Voilà, nous avons peut-être 3 ou 4 questions pour vous et puis certainement vous donner au moins les grandes lignes du journal donc de mardi. Mais en attendant, nous allons dire donc bonsoir à l'honorable Kwadjo Konan-Bertin. Honorable, bonsoir. Alors, honorable Kwadjo Konan-Bertin. Bonsoir, Jacques. Comment ça va, honorable? Alors, je pense que nous devons avoir... Je me porte bien. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Nous allons donc vous avoir. Nous avons donc Assalé Timoko Antoine. Hein. Peut-être que vous le connaissez très bien. Nous allons donc vous avoir d'ici dans 10 petites minutes. Vous pouvez rester en ligne aussi pour participer au débat, honorable. D'accord, je prends mon temps, j'attends mon tour. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Assalé, la première question que nous allons... Voilà. Je vais laisser Assalé prendre tout son temps. Disons que vous faites... Assalé, comment vas-tu? Bonsoir, Kakabé. Voilà. Alors, si vous voyez en Côte d'Ivoire, vous avez Assalé... Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Alors, monsieur Assalé, comment vous voyez un peu le cas à Simone Gbagbo? Comment votre journal traite un peu ce dossier? Moi, j'ai été un peu surpris la semaine dernière que le Front populaire ivoirien, qui était donc réticent, demande un peu l'extradition donc de Madame Simone Gbagbo vers la CPI. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'État de Côte d'Ivoire est en train d'hésiter. Selon vous, comment expliquez-vous cette contradiction? Écoutez, nous l'avons dit dans notre journal qui est paru hier, dans la rubrique Devinette, on a posé la question de savoir pourquoi est-ce que le président Ouattara n'osera jamais livrer Simone Gbagbo à la CPI. Alors, nous savons aujourd'hui que la question ne sera même pas étudiée, il n'y aura même pas de réponse, ils ne livreront jamais le président Ouattara. Madame Simone Gbagbo ne sera jamais livrée par le président Ouattara à la CPI. Alors, au niveau du FPI, évidemment, le CNRD a fait une déclaration pour réclamer que Madame Gbagbo ne soit pas livrée à la CPI. Je pense que c'est de bonne guerre, mais c'est aussi logique le FPI est dans sa logique de ce que tous les problèmes peuvent être réglés entre les Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas forcément nécessité à expédier toutes les autres personnes après que M. Gbagbo ait été envoyé à la CPI. Oui, monsieur Assalé, est-ce que nous avons eu aussi nos correspondances qui étaient aussi sorties sur le site Kouassi où le FPI était favorable au départ de Mme Simone Gbagbo en prison pour une question donc de sécurité. Je ne sais pas si vous avez eu cette information. Non, vous savez, j'ai pas envie de dénigrer nos confrères de Kouassi.
mais très souvent, il faut prendre avec beaucoup de pincettes ce qui est raconté sur Kouassi. Je suis désolé de le dire, parce que nous-mêmes, à Elephant chez nous avons été victimes de ce comportement de nos confrères de Kouassi, qui ne sont pas très souvent très professionnels dans ce qu'ils avons comme information. Je ne me souviens pas, ici à Abidjan, que le FPI ait manifesté de façon ouverte un désir de voir Mme Gbagbo être transférée à la CPI. Je pense que l'amalgame qui a été fait, c'est que le FPI dénonce les conditions de détention de tous leurs camarades qui sont dans le nord du pays. Et qui disent que, on devait faire une comparaison entre ce qui se passe au nord et ce qui se passe à la CPI. Évidemment, Mme Gbagbo serait mieux traitée à la CPI au nord. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient d'accord pour que Mme Gbagbo soit transférée à la CPI. Le FPI, à mon avis, à ma connaissance, n'a pas fait une déclaration officielle pour demander que Mme Gbagbo soit transférée à la CPI. Donc, je pense qu'il y a eu une tentative de manipulation à ce niveau sur les informations dont il livrées sur le site Kouassi. D'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette correction. Voilà, nous allons partir donc au deuxième segment rapidement. Certaines personnes disent au niveau donc du nouveau gouvernement, c'est donc vous-même vous avez dit dans votre journal tout a tremblé mais rien n'a bougé. Certaines personnes disent que on a changé de tête mais pas du tout de corps. Vous partagez un peu cela? Ah oui, nous partageons entièrement cet avis. Nous, on l'a titré, comme vous l'avez dit, tout tremble en Côte d'Ivoire, mais finalement, rien ne bouge parce que on change les hommes, mais les mesures doivent être prises pour que les comportements ne se répètent pas, ne sont pas encore prises. Aujourd'hui, à l'entrée de M. Billon au ministère du Commerce et la promotion des PME, nous estimons que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il a donné le signal en démissionnant, j'allais dire officiellement, de toutes les structures dont il était le premier responsable. On espère que dans les actes, cela va se traduire sur le terrain. Et donc, lui, il peut être une source d'espoir. Mais dans l'ensemble, à moins que des actes forts ne soient posés dans les jours à venir pour nous démontrer que les choses ont changé, on est très pessimiste quant à la capacité de ceux qui dirigent encore ce gouvernement de rassurer les Ivoiriens quand on nous sommes de bonne gouvernance, quand on nous sommes de transparents dans la gestion de l'affaire publique. Et donc, pour le moment, on va les juger sur les actes. Alors, par rapport certainement aux tortures en Côte d'Ivoire, après certainement beaucoup d'hésitations, après donc avoir tiré à bout aussi des organisations internationales des droits de l'homme, l'ONU, qui a placé M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, dénonce aujourd'hui des tortures, des détentions arbitraires en Côte d'Ivoire. Mais nous assistons quand même à un silence cathédral du ministre de la Justice et puis donc du gouvernement ivoirien. Comment vous expliquez cela? Je vous ai dit la dernière fois qu'on a eu cette émission que moi je n'avais aucune confiance dans la capacité du nouveau ministre de la Justice à lutter contre les violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je n'ai aucune confiance en lui et je ne suis même pas sûr que lui-même en a les moyens parce que les déclarations qu'il a faites antérieurement prouvent que ce monsieur n'a pas la même vision des droits de l'homme que l'ensemble de ceux qui parlent des droits de l'homme dans ce pays ou même à l'international. Et donc aujourd'hui, il y a eu presque 3 ONG qui ont dit la même chose et maintenant l'ONU elle-même vient enfoncer le clou. Cela prouve qu'effectivement, il ne fait pas des choses en Côte d'Ivoire et que nos autorités continuent de jouer la politique de l'autruche en disant chaque fois qu'il y a une accusation de torture en Côte d'Ivoire, on a fait le tour des casernes, on n'a pas vu de torturés, comme si c'était ça la justification de ce qu'il y avait des tortures en Côte d'Ivoire. Et donc, que l'ONU se réveille aujourd'hui et qu'elle dénonce elle-même les violations qui ont lieu en Côte d'Ivoire, je pense que c'est de bonne guerre. Ça devrait pouvoir permettre à notre président de ne pas trop se fier aux déclarations que font souvent ces ministres et de voir lui-même avec d'autres moyens ce qui se passe dans nos casernes, ce qui se passe dans nos centres de détention par rapport à toutes les dénonciations qui sont faites par les ONG internationales. Donc il y a matière à ce que maintenant le président de la République se réveille et qu'il voit de plus près ce qui se passe au niveau du traitement de ceux qui sont arrêtés à la faveur de certaines procédures, dont la plupart sont illégales d'ailleurs. D'accord, illégal. Alors, parlons un peu donc de la ratification donc du statut donc de Rome. La Côte d'Ivoire émet des réserves selon donc AFP. On a parlé donc de l'article 85 qui devait certainement amender, mais beaucoup de gens se posent des questions en lisant, si vous voulez, un peu l'amendement de l'article 85. On a parlé de la République de Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que désormais le président ne peut pas agir seul. Si demain on veut certainement transférer M. Soro Guillaume, on a vraiment besoin donc de l'apport de M. Soro Guillaume et puis de la Cour constitutionnelle, ce qui ne sera pas tellement évident. Je ne sais pas si vous avez vu cette même lecture. Oui, en fait, dans la nomenclature actuelle des textes qui régissent
le traité de Rome, qui doivent être, j'allais dire, ratifiés en tant que tel par la Côte d'Ivoire qui ne l'a pas encore fait. Effectivement, il y a ces clauses-là. Mais ce que nous disons, en tout cas au niveau de l'éléphant chenille, la question, nous sommes en train de travailler dessus. Nous sommes persuadés que après le transfert de M. Gbagbo à la CPI, notre gouvernement hésitera par 2 fois avant de transférer que ce soit encore à la CPI. Maintenant, s'il faille demander l'autorisation de celui qui doit être transféré à la CPI, je veux dire que c'est pas demain la veille pour que quelqu'un d'autre se retrouve encore à la CPI. Voilà. Alors, M. James Freeman Clark disait que un politicien pense à la prochaine élection et un homme d'État pense à la prochaine génération. Comment vous interprétez un peu le voyage du président Alassane Dramane Ouattara à Bondoukou et à Bouna? Ah bon, nous avons suivi j'allais dire d'un peu loin le voyage du chef de l'État dans cette zone, parce que nous avons une lecture totalement différente de nos confrères qui sont proches du président Ouattara. Tout ce qui concourt pour nous à faire des dépenses improductives ne nous intéresse pas. Parce que nous estimons que les voyages, les visites d'État qui sont faites de cette manière ne concourent qu'à gaspiller de l'argent public. Parce que l'État de Côte d'Ivoire maintenant dans un système de décentralisation, le chef de l'État a tous les mécanismes mis en place pour pouvoir aider les populations qui sont dans ces zones-là à s'en sortir. On n'a pas besoin de mobiliser toute la République, de prendre tous les moyens de l'État pour se retrouver dans une zone, dépenser des milliards en termes de sécurité, en termes de PDM à verser à des militaires, dont la plupart sont sur le terrain, ils ne savent même pas ce qu'ils font sur ce terrain-là, et donc de gaspiller l'argent public. Et donc pour nous, ces visites d'État sont pour nous des choses absolument inutiles. Parce que quand on va pour faire un don dans une ville, quand on va pour offrir une sage-femme à une maternité, alors qu'on aurait pu affecter cette sage-femme depuis près de 6 mois, on aurait pu envoyer cette personne, et qu'on attend une visite d'État pour envoyer la personne pour donner aux populations comme quoi c'était un don que le chef d'État leur faisait en leur envoyant une sage-femme. Pour nous, ça, c'est des actes de pays sous-développés. Et donc, la visite qui a eu lieu dans le Zanzibar, pour nous, c'est du gaspillage d'argent public. Ce n'est même pas nécessaire. Cet argent aurait pu servir à aider les conseils généraux à construire une école, à construire une maternité, à construire une infirmerie, que d'aller distribuer à des chefs de village ou même à des chefs de terre des 4x4 et à distribuer des millions à des populations. C'est pas ça, développer un pays. Pour nous, voilà notre vision par rapport à cette histoire. Gbagbo l'a fait à l'époque, on l'a critiqué, M. Ouattara le fait aujourd'hui, nous le critiquons toujours. Alors, est-ce qu'on ne pense pas que M. Ouattara est en train de... C'est un peu le culte de la personnalité qui est en train de s'installer un peu encore en Côte d'Ivoire avec M. Alassane Dramane Ouattara. En le faisant, est-ce qu'il n'est pas actuellement en train de jouer le rôle de la commission de réconciliation et de vérité à qui on a privé certainement tous les moyens? On a l'impression que M. Ouattara veut jouer lui-même, j'allais dire, M. le middleman a fait donc de tirer pratiquement tous les lauriers. Je ne sais pas si vous partagez cette manière de voir la chose. Non, sur ce point-là, je ne partage pas cette manière de voir, parce que tout compte fait, c'est le chef de l'État, j'allais dire, c'est lui qui est le catalyseur du processus de réconciliation. Okay. Effectivement, ils ont créé la commission dialogue, vérité et réconciliation, mais aujourd'hui, cette commission, moi, je sais un peu de quoi je parle, parce que j'ai plusieurs fois discuté avec des gens de cette commission, ils n'ont aucun moyen pour fonctionner. Est-ce que ça valait la peine de créer cette commission si on ne lui donne pas les moyens de fonctionner et de faire une concertation parallèle? Maintenant, le chef de l'État lui-même, en tant que le premier leader, le premier citoyen, a le devoir de faire en sorte que les Ivoiriens se parlent. Donc, tout ce qui peut concourir, que ce soit au niveau de la commission, que ce soit au niveau du chef d'État lui-même, à réconcilier les Ivoiriens, est une bonne chose. Maintenant, si on devait en revenir à la visite même en tant que telle, vous savez que le roi des Koulongo n'était pas à la visite, et que ce monsieur est en exil parce que son appartement a été occupé par les FRC. Tous ses biens ont été pillés. Pourquoi? Parce que il est soupçonné d'être un pro-Gbagbo. Alors, comment un roi en qui toute une communauté se reconnaît est en exil au Ghana, le chef de l'État va faire une visite dans sa région et puis n'est pas là? Ça aurait pu être un signal très fort envoyé à tous les Ivoiriens. Si le chef de l'État avait mis tous les moyens en œuvre pour que ce roi-là rentre dans sa région et soit au milieu de sa population pour accueillir le chef de l'État. Malheureusement, il n'était pas là. Son ombre a plané sur toute la rencontre que le chef de l'État a eu avec sa communauté, et donc personne n'a mis quoi que ce soit en œuvre pour qu'il soit là, et ça prouve que la réconciliation dont on parle n'est pas forcément ce qu'on veut dans la réalité.
Alors, merci à M. Assalé. Alors, donc, pour quelles sont j'allais dire les grandes lignes du journal de mardi. Est-ce que vous avez déjà quelques informations les grandes lignes? Oui, on a déjà quelques informations à traiter pour le mardi. Nous allons travailler sur un sujet qui est assez sensible, qui concerne la manière dont les services de police, la gendarmerie de Côte d'Ivoire et même, j'allais même dire la justice sont terrorisés par des Libanais qui sont pratiquement des dieux sur terre en Côte d'Ivoire et à qui on ne peut rien faire, qui posent des actes, qui violent complètement toutes les lois de Côte d'Ivoire, mais qui sont protégés jusqu'à un haut niveau par certaines autorités. Et donc, c'est le premier sujet que nous allons traiter pour le mardi. Et puis, nous allons traiter encore un sujet qui va être peut-être un scoop qui est lié à la première décision prise par le nouveau ministre du Commerce et la promotion des PME, M. Jean-Luc Billon. Sur le premier ordre de mission qu'il a signé a permis de découvrir déjà qu'un don accordé au ministère des Affaires sociales, dirigé à l'époque par M. Kone Kafana, de plusieurs milliers de tonnes de ciment, pas de ciment, de tonnes de farine qui devaient profiter à des personnes très faibles en termes de ressources en Côte d'Ivoire, a atterri dans des magasins où ça a été vendu à des commerçants qui eux aussi sont en train de le livrer sur le marché à un coût forfaitaire. Et donc, il y a eu un détournement à ce niveau et le mardi, nous allons en parler pour montrer que le régime a changé, le gouvernement a changé, mais d'ores et déjà, les premiers actes de mauvaise gouvernance en moins de 2 semaines sont déjà là. À cet allure, je ne pense pas que M. Grand Jean-Luc Biron fera long feu, hein? On espère bien qu'il résistera. D'accord, voilà. Merci beaucoup, M. Assalé, et donc à la semaine prochaine. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Ok, allez, à bientôt. Finira par la guerre civile, la démocratie bananière. Finira par la guerre civile, la démocratie bananière pour les républiques.